Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du quetzal. Je suis partie de plusieurs choses. Un petit bout de vidéo que mes parents m'ont ramené de voyage du Costa Rica. Ça a été le point de départ. Mais je me suis documentée. Comme par hasard, à ce moment-là, quand j'ai eu cette idée de vidéo, passait, pendant que j'étais chez mon père sur la chaîne Histoire, une série documentaire, Créatures de légende, qui est une nouvelle série de documentaires dont le numéro 2 portait sur le Quetzalcoatl et les origines du Quetzalcoatl. Le site oiseaubirds.com, oiseau.net, qui sont des sites très intéressants si on veut découvrir les oiseaux, leur milieu de vie et la façon dont ils vivent, leur comportement et leurs cris, et le site Wikipédia. Alors, souvent on vous montre un oiseau avec une longue queue, comme étant le quetzal, et on ne vous dit pas plus et on a l'impression que c'est le seul quetzal qui existe, qu'il n'y en a pas d'autres. Et c'est un tort parce que la famille est beaucoup plus diversifiée que ça, nous allons le voir. Et donc il faut faire attention de quoi on parle. Donc là, je vous ai mis le dessin de Pharomacrus mochino que j'ai fait d'après une photo. Donc vous voyez une très longue queue. Et pourquoi cet animal est assez complexe? C'est déjà que c'est un animal qui est considéré vraiment par les Aztèques et les Mayas comme un animal synonyme de bonté, de la bonté et de la lumière. Et quand on voit son pelage dans les vidéos ou les photos, on s'aperçoit que le pelage n'est pas complètement bleu ou vert comme on voit sur les dessins, mais que c'est un mélange de bleu et de vert très complexe où la lumière joue dedans. Donc non seulement il y a des longues plumes sur la queue, mais en plus il y a cet aspect irisé qui le rend un peu surnaturel, ainsi que son aspect. Quand on voit les vidéos, on n'a pas l'impression d'un oiseau classique. Et ces irisations en font quand même un animal très très particulier et dont on a facilement envie de faire un symbole, et malheureusement qui peut aussi être chassé pour ses magnifiques plumes. Et cet animal a servi de symbole pour faire les armes du Guatemala. Donc quand on voit les armes du Guatemala, on voit quand même quelque chose, je ne sais pas les branches de quoi elles sont, mais vous voyez qu'il y a dû y avoir des combats puisque il y a des fusils avec des baïonnettes ainsi que des sabres croisés avec une date qui correspond à une libération, et vous avez le fameux quetzal qui est avec sa longue queue, avec enchevêtré le symbole des branches de je ne sais pas quel arbuste. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très ancré, que ce petit oiseau, et nous allons voir que ça va même rentrer dans une légende très importante. Mais en fait, comme vous allez voir, il y a différentes espèces, il y en a 6, dont un d'un genre différent. Donc non, vous avez le quetzal antizien ou Pharomacrus antisianus. Quand vous voyez le dessin du mâle, vous voyez que le ventre est rouge. Ça, c'est une systématique qu'on va retrouver chez presque toutes les espèces de quetzal, pratiquement toutes. Celui-là a le bas de la queue un peu blanche, alors que par derrière, ça va être une queue assez foncée, qui va recouvrir ces queues blanches qu'on voit pas en dessous. Et vous retrouvez cet aspect tête, dos, cou et ailes qui ont un aspect irisé, assez complexe, dont la couleur varie du bleu turquoise au vert moyen, voire vert sombre, en fonction de la couleur et de l'animal sur ces différentes espèces. Ce quetzal antizien vit dans des forêts tropicales d'altitude de 1000 à 3000 mètres. On va le voir, en fait, les quetzals, en fait, vivent à différentes hauteurs.
grosso modo la même avec deux espèces qui ont une variante d'altitude par rapport aux autres. L'alimentation est principalement fructivore, surtout les avocats et les figues. On va voir que c'est une constante chez les différents quetzals. Sauf quand ils chassent les insectes, larves, chenilles et lézards et batraciens pour nourrir ses petits. Donc ça aussi, c'est un changement dû certainement à sur besoin de protéines lors de la nidification, là, de la reproduction, qui fait que l'oiseau change son alimentation, son régime. Il jouerait un rôle écologique dans la dispersion des noyaux d'avocat. La nidification se fait dans des anciens nids de piscidés. Donc les piscidés, en fait, c'est la famille de tout ce qui est pic. Pensez à Woody Woodpecker ou au pivert, ou dans des trous d'arbres déjà existants, en fait, des trous qui sont faits dans des arbres qui sont morts, mais des trous qui existent naturellement sans que l'animal ait à creuser. Quelle est la répartition de ce quetzal antisien? On va voir, c'est la même que le quetzal d'après, le quetzal doré, mais qui se différenciera très facilement de l'autre, donc vous ne pourrez pas confondre. Eh bien, c'est surtout le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, c'est-à-dire la partie nord de la cordillère des Andes. C'est pour ça qu'il atteint des altitudes assez variées, jusqu'à 3000 mètres. Alors, Pharomacrus oryceps est en fait un quetzal qui est dit doré. En fait, c'est surtout la tête qui est dorée. La femelle serait un peu plus pâle que ce que vous voyez là, avec une calotte vert foncé à la place de la tête et pas dorée. Et marron pour devenir brune sur le torse, alors que ces parties-là est plutôt verte, puis rapidement rouge sur le torse chez le mâle. Bon, je n'ai pas trouvé d'illustration que j'ai pu copier en la dessinant. Donc, vous voyez que c'est sympathique, une tête dorée. Hein. Quand vous voyez les photos, vous avez vraiment l'impression qu'il y a des reflets vraiment dorés. C'est brun doré, la tête. Vous voyez que la queue, elle est plutôt noire sous le dessous, quoi. Alors que normalement, il y a plutôt un peu de blanc. Les plumes sont ou blanches ou partiellement blanches en dessous. Et en fait, il y a quelques différences. Quand vous regardez les caractéristiques, il est légèrement plus haut, mais vraiment ça se fait à 200 mètres près. Et dans les forêts tropicales, de 1200 à 3100 mètres, plutôt entre 1600 et 1800 mètres sur les versants humides. L'alimentation est principalement fructivore, comme son congénère, surtout avocats et figues, certainement insectivore en période d'élevage des petits. La nidification dans un trou naturel ou ancien trou de piscidés pique. Donc, voyez, c'est plutôt qu'il va être dans des lieux plus humides et dans quelque chose de légèrement plus haut que son prédécesseur, mais c'est surtout à la tête que vous allez pouvoir différencier cet animal si vous n'êtes pas un spécialiste, surtout qu'il a vraiment la même répartition que le quetzal antisien, Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie. Après, vous avez Pharomacrus pavonimus, donc le mâle à la tête verte, donc mais comme vous le voyez sur le mâle à tête dorée, il n'a pas de plumes blanches en dessous, elle serait plutôt sombre, bleu sombre ou noire. Mais sa femelle est très particulière, vous voyez, il y a des plumes d'un aspect noir mordoré sur le dos et les ailes, comme vous voyez sur les côtés. Elle a le rouge qui est beaucoup plus pâle, qui fait un aspect délavé du rouge sur son ventre et le torse plutôt sombre.
Donc là, c'est vraiment à la femelle, vous pouvez pas vous tromper. Là, vous voyez bien que c'est pas la même chose. D'autant plus qu'il n'est pas dans les mêmes régions, nous le verrons plus tard, que ceux que je vous ai précédemment décrits. Alors, Pharomacrus pavonimus ou Quetzal pavonin, son habitat forêt tropicale amazonienne, bas en altitude, donc en général, on va même le trouver à moins de 700 mètres. Donc on peut le retrouver aussi haut que les autres, mais on peut vraiment le trouver dans des altitudes très très basses, et c'est normal parce que il n'est pas qu'en bordure des cordillères des Andes, même si on le retrouve un peu dans le nord de la cordillère des Andes, on va le voir. Alimentation en grande partie cornivore, adore les grenouilles et les fruits, il consomme quand même des fruits, surtout des avocats comme ses congénères et diverses baies, mais il a été repéré récemment comme étant surtout carnivore, contrairement aux autres. Les nids, on retrouve des excavations d'arbres morts. Bon, j'ai pas retrouvé d'histoire de nids de piscidés, mais des excavations d'arbres morts. La répartition de Pharomacrus pavonimus, ou si pour vous préférez retenir le nom vernaculaire, Quetzal pavonin, je n'ai rien contre retenir le nom quand on n'est pas très penché sur la matière vernaculaire, mais il faut savoir que ça peut être source d'erreur. Donc, le Quetzal pavonin, sa répartition, ça va être Brésil, Colombie, Venezuela, Équateur, Pérou, Bolivie. Donc, vous voyez comme il atteint le Pérou, la Bolivie, eh bien, il va se retrouver parfois dans des plaines. C'est pour ça qu'on le retrouve à des altitudes très basses. Contrairement aux autres espèces, ce n'est pas un oiseau de montagne, alors que les autres sont plutôt des oiseaux de montagne. Pour ce qui est de Pharomacrus fulgidus, c'est-à-dire le Quetzal brillant. Alors vous voyez, là je vous ai dessiné sur le même dessin le mâle et la femelle, ils sont très très proches. La femelle va avoir une tête plutôt moins grise ou brune, et vous voyez bien que le mâle, il n'y a pas grand chose qui distingue le mâle et la femelle des autres espèces. Il faut quand même être un spécialiste pour les distinguer, notamment du Quetzal antisien. C'est quand même ça commence à être une affaire d'experts, et il est difficile pour vous comme pour moi. Moi je suis une biologiste, mais je suis pas une ornithologue, et encore moins spécialisée dans les trogonidés, la famille de ces oiseaux-là. Donc, Pharomacrus fulgidus, habitat en forêt tropicale de 900 à 2500 mètres, donc légèrement plus bas que les autres montagnards, excepté ceux qui sont plutôt de plaine, mais on va le retrouver en lisière de forêt, en bordure des plantations de café. Donc ça, c'est une indication de savoir à quel type vous avez affaire. Si vous les retrouvez près des plantations de café, eh bien, c'est une indication qu'il s'agit du brillant. Alors, la nourriture frugivore, voire caféivore, donc parce qu'il s'adapte, voilà. C'est pour ça que vous le retrouvez près des plantations de café. En période d'élevage, les petits insectes, voire carnivores, avec de petits reptiles et d'amphibiens. Donc on retrouve ce changement de régime quand il s'agit de nourrir ces petits, certainement pour un besoin d'azote. La nidification dans l'excavation d'arbres morts, ni anciens piscidés comme le pic de Malherbe. Donc j'ai vu qu'ici tu as un pic particulier dans les infos que j'ai eues sur le net. Mais ce que vous devez retenir, c'est que donc surtout là, celui-là, qui va le différencier, c'est surtout qu'il va s'alimenter de café, et qu'on va le retrouver près des plantations de caféine. Et quelle est sa répartition? Eh bien, justement, c'est plus condensé dans la Colombie, le Venezuela et la Guyane. C'est le seul qui soit en Guyane. Donc, si vous allez en Guyane, ça va être celui-là. Alors qu'en Colombie et Venezuela, vous pouvez le confondre éventuellement avec d'autres. Donc, il vaut mieux avoir un bon guide pour vous
dire de quoi il s'agit, de quel type il s'agit. Alors, il y en a un qui sort un peu de l'ordinaire, parce que vous voyez, quand vous voyez son nom latin, Euthylloptis neoxenus, ben, ce n'est pas le même nom latin. En fait, on l'appelle en français comme en anglais, hein, la traduction est littérale, Quetzal oreillard, Quetzal ou Quetzal oreillard en français. Donc en fait, c'est qu'il est un peu moins proche que les autres, s'il n'a pas le même nom de genre. Mais en fait, c'est un cousin qui est relativement proche parce que ce serait, parmi ceux qui ne sont pas du genre du Quetzal, le seul qui aurait une nidification à peu près approchante. Alors, vous allez différencier le mâle de la femelle parce que, en fait, la femelle aura le cou et la tête plus grises, un peu plus clairs. Le mâle, ça va être plus foncé et ça descendra plus sur le torse chez la femelle. Comme vous voyez ce que je vous ai dessiné. Et vous voyez, ça ne ressemble pas aux autres, mais par contre, la poitrine est très rouge. Ils ont la réputation d'avoir une nidification très très proche du Quetzal, du vrai Quetzal, hein, tel que je vous en ai parlé jusqu'à présent. Les habitats sont des forêts primaires de pins, donc vous voyez, on n'est plus dans la forêt tropicale. Pins des Apaches et Blackjack Pine, donc vous voyez par exemple en Arizona, là dans le sud de l'Amérique, altitude entre 1200 et 3000 mètres, donc c'est quand même un oiseau de montagne, donc ça rejoint un peu les autres Quetzal à part un qui est plus dans la plaine. Son alimentation était principalement insectivore, parfois des baies, d'Arbustus arizonica, donc vous voyez, on cite quelque chose, vu le nom arizonica, qui est plutôt, les plantes auxquelles il est lié sont plutôt américaines, nord-américaines du sud des États-Unis et pas d'Amérique latine hein, ou d'Amérique centrale. Majoritairement insectivore pendant l'élevage des petits. La nidification, il creuse lui-même dans des grands arbres, donc pins, érables, donc ça c'est la nouveauté, il creuse lui-même, ou il utilise des anciens nids de piscidés, mais il paraît qu'à les observer avec leur progéniture, ils ont grosso modo à peu près le même comportement. Quand on voit la répartition, c'est là qu'on voit qu'ils peuvent monter très haut puisqu'on les retrouve en Alaska, USA, Amérique latine, et donc ils sont, enfin Amérique latine centrale, pardon, j'ai mis Amérique latine, mais en fait c'est plutôt Amérique centrale. Et donc, vous voyez qu'ils sont vraiment liés au pin, même s'ils descendent assez bas, mais ils ne sont pas dans les forêts tropicales d'Amazonie. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même des différences notables, notamment au niveau de la végétation à laquelle ils sont associés. Et au niveau du corps, ils n'ont pas ces plumes, mélange de bleu turquoise et vert irisé. Non, ils ont un pelage plus sombre. Et ils n'ont pas cet aspect brillant complexe. Et en fait, celui qui nous intéresse le plus, c'est Pharomacrus moschino, parce qu'en fait, c'est le seul dont, quand vous voyez les photos, dont la queue descend vraiment très longue, comme sur les armes du Guatemala. Et donc, c'est certainement lui, même si c'est pas précisé dans les documentaires que j'ai vus. Mon avis, c'est lui que l'on cite. Donc la femelle a un torse gris et un ventre rouge. En fait, elle a le même dos avec des aspects bleu, turquoise, irisé, vert, et avec une queue nettement plus courte que le mâle. Donc vous voyez, quand on parle de légende ou de symbole, on se réfère plutôt, nous allons voir pourquoi, il y a aussi une situation géographique plus propice, on parle plutôt du Quetzal mâle resplendissant, Pharomacrus moschino. Quand on voit la répartition du Quetzal resplendissant d'Amérique centrale, on voit que c'est d'Amérique, vraiment Amérique centrale, hein, c'est pas autre chose. Et la particularité de Pharomacrus moschino, habitat
en forêt humide, toujours verte. Donc on rejoint une autre espèce qui aime bien l'humidité. En haut des arbres, voire zone clairsemée ou bord de ravins et de falaises, de 900 à 2300 mètres d'altitude. Donc c'est pas le plus haut. Et il est symbole, c'est lui qui est symbole de bonté et de lumière pour les Aztèques et les Mayas. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur un site ornithologique. Donc vous voyez que c'est certainement lui qui est plutôt les symboles dont se sont inspirés pour leurs symboles les Aztèques et les Mayas. Le mâle est monogame. Je n'ai pas trop trouvé cette information ailleurs pour les autres espèces, ni dans une cavité, vole à travers les arbres, bon chasseur en vol, vols nuptiaux, nourriture frugivore, mais aussi scarabée et larves. Donc je pense que c'est comme les autres, il doit changer son alimentation dès qu'il s'agit de nidifier pour un besoin d'azote. Alors, mes parents m'ont fourni une petite vidéo que vous voyez actuellement. Il s'agit d'une femelle, elle cherchait partout des quetzals et en fait, il y en avait un juste à côté de la voiture, c'est toujours comme ça, qui était posé sur un poteau. Et il y avait un ornithologue qui était passionné, qui avait du matériel plus perfectionné que mes parents et qui a décidé en fait d'attendre jusqu'à 3 jours pour avoir un mâle. Bon, mes parents ils ne faisaient pas spécialement le voyage pour le quetzal, donc je n'ai que ça à vous montrer. Mais vous voyez que ce n'est pas si évident, vous pouvez perdre plusieurs journées dans vos voyages. Donc si vous voulez axer votre voyage spécifiquement pour voir cet animal qui est magnifique, je vous conseille de prévoir plusieurs journées rien que pour espérer l'apercevoir quelques minutes. Et donc, quand on voit en fait sa répartition, cela correspond au premier temple qui a été fait pour le dieu Quetzalcoatl, qui contient 360 têtes de Quetzalcoatl qu'on a retrouvées sur le temple. Alors au début, on aurait pu se demander est-ce que c'est pas parce que c'est un gardien du temple? Et en fait, non, en regardant de plus près, ils se sont aperçus que le temple était vraiment dédié à Quetzalcoatl et qu'il n'était pas qu'un simple gardien, comme la tête de Méduse pour les Romains, mais qu'en fait, il s'agissait bien d'un dieu à part entière parce que tout le temple était construit pour lui être dédié. Et ça serait le dieu dans certaines civilisations aztèques et mayas, le plus important. En tout cas, ceux dans les régions où le temple leur est dédié. Et en fait, ils se sont rendus compte que sous le temple, il y avait des cavités, un monde souterrain, qui était le reflet avec des vallées, des montagnes vraiment construites, et des fleuves qui étaient construits sous le temple, dans des cavités sous le temple, qui représentaient en monde souterrain la même chose que le monde tel qu'il est en surface. Et en fait, ça rejoint quelque chose qu'ils ont trouvé à Choco Canyon, que Choco Canyon, j'ai vu un reportage dédié à Choco Canyon dans la série Sacred Site, et ils ont vu que dans Choco Canyon, les divinités venaient de sous la terre, donc ça vient certainement du Quetzalcoatl, c'est certainement lié aux mêmes origines. On va le voir un peu plus loin pourquoi. Et ils avaient un artifice, ils avaient creusé en fait des souterrains sous le temple de Choco Canyon, et un humain déguisé en déité sortait de là-dessous et faisait croire au peuple un peu plus pauvre, un peu plus inculte, qu'il avait ce pouvoir magique et donc qu'il était un dieu, et ça permettait quand Choco Canyon était très, très diversifié, très développé et amenait des gens de toutes parts, parce que très, très développé, Choco Canyon c'est un site vers le 12e, 13e siècle, donc avant l'arrivée de l'homme occidental. C'était une façon de les impressionner, et on voit que
Il y a quelque chose chez les Amérindiens des États-Unis, au moins ceux qui viennent de culture des Amériques latines, de déités qui vraiment, sous le monde souterrain, a un impact, dirige le monde des souterrains et arrive de sous terre pour diriger les hommes. Et d'ailleurs, un des aspects du Quetzalcoatl, c'est, comme nous allons le voir, c'est de faire pleuvoir comme l'oiseau tonnerre que l'on retrouve chez les Amérindiens d'Amérique du Nord. Donc, on a un reflet du monde du dessus en souterrain. Et en fait, ils se sont rendus compte, les archéologues, qu'ils avaient organisé l'inondation de ce monde souterrain pour en faire le royaume du Quetzalcoatl. Ce Quetzalcoatl régnait sous les mondes souterrains. Et c'est même plus compliqué que ça parce qu'ils ont fait tout un réseau qui envahisse la place carrément du temple pour redonner une image. La pyramide représente en fait le monde qui est immergé dans les océans primordiaux sur lequel le serpent règne. Et donc, en fait, il faut s'intéresser à un autre animal pour comprendre un peu mieux. Ce genre de truc, c'est le crotal, le serpent à sonnette, danger ou protection. En fait, le serpent, quand il a sa mue, il laisse sa peau morte et ça aurait pu être interprété par certains comme un serpent mort. Et puis, juste à côté, il est vivant, donc il renaît, une renaissance. Donc, ça aurait pu être interprété comme une renaissance d'un serpent mort qui ressuscite parce qu'il sort d'une peau morte. Et l'aspect dangereux, tout en ayant sa sonnette qui est intervertie, a été interprété, la queue du Quetzal et donc utiliser les mouvements du Quetzal resplendissant bougent comme un serpent. Donc il y a eu un amalgame dans les deux animaux qui fait que ça a été associé, et le Quetzalcoatl possède, le dieu, possède la même sonnette comme du serpent à sonnette ou crotal qui avertit quand les pluies arrivent. Donc vous voyez, il y a un amalgame entre les deux animaux par l'observation et qui certainement donne côté régénère, capacité du Dieu à régénérer certaines choses, donc une forte puissance. Et cela intervient dans bien des domaines. Et s'il annonce la pluie, c'est avec sa sonnette, c'est donc qu'il est annonciateur de pluie, et donc qui peut aussi, s'il peut l'annoncer, peut-être les provoquer. Et donc, ce serpent a ce Quetzalcoatl, moitié serpent, moitié oiseau. Serpent qui rejoint un peu nos dragons, puisque un dragon n'est ni plus ni moins un serpent qui peut voler. Et on rejoint, il est très lié à l'eau, un peu comme les dragons de la Chine ancienne, ce qui n'est pas le cas trop de l'Occident. Encore que quand on voit la légende de Méduse, on va le voir, ça change un peu les choses. Il est très lié à la création du monde et à l'eau. Les mouvements du serpent, c'est quelque chose de très fluide qui rappelle un peu comment s'écoule l'eau. Donc, c'est un dieu qui vivait dans l'océan primordial, dans le monde qui est toujours dans le monde souterrain. Donc sous terre, il y a l'océan primordial. Il a imaginé par l'esprit créer la terre dans l'océan primordial, qu'il l'a fait émerger, sortir de terre. Donc on voit que c'est très proche de l'observation exacte de la nature avec le volcan, les montagnes qui poussent suite à des résonances tectoniques. Donc les anciens savaient vraiment observer, peut-être même mieux que l'homme moderne, en tout cas c'est mon avis, et en déduire des choses réelles et permettre de générer après des représentations de Dieu. Alors là, on voit qu'il représentait beaucoup avec le vert. Hein. C'est drôle parce que le printemps en Chine
il est lié au vert. Alors, et la pluie n'est pas liée au printemps, elle est plutôt liée à l'automne en Chine, mais c'est quand même important en Chine, les pluies du printemps qui permettent la poussée de la graine, même si au printemps pour la Chine c'est plutôt le vent. Donc vous voyez qu'il y a quand même des ressemblances, des anecdotes qui sont là. Et ce serpent, bon, là on voit qu'il a ses plumes, qui n'est pas sans rappeler Méduse, la tête de Méduse, qui est couverte de serpents, même si ce n'est pas la même représentation. Là, c'est pas des serpents, c'est des plumes. Et en fait, le Quetzal et le serpent seraient pour les Amérindiens un peu comme Méduse, quelque chose qui est dangereux d'affronter par devant, parce qu'il y a la langue, le bout qui pique, hein, comme on dit dans Les dieux sont tombés sur la tête, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, il chasse je sais plus quel serpent, et il dit il faut juste éviter le bout qui pique, mais c'est très bon rôti au feu. Donc, c'est quelque chose que si on le suit par derrière, on est protégé, un peu comme Méduse. Si on suit Méduse par derrière, on évite son regard, et donc on n'est pas aveuglé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Amérindiens ont voulu apprivoiser en quelque sorte, à travers Quetzalcoatl, le serpent, sous forme d'un serpent oiseau, alors que les Grecs lui ont carrément tranché la tête. Persée a tué, en se rendant invisible, n'étant pas visible de Gorgone, lui a tranché la tête et a conservé sa tête parce que même morte, elle avait des yeux si éclatants que même morte, elle pouvait tout transformer en pierre, donc il pouvait s'en servir comme une arme en ne la regardant pas, mais en la braquant la tête de Gorgone qui était morte vers ses ennemis. Donc vous voyez, on a cet aspect gréco-romain, et oui, il faut contrôler les choses jusqu'à tuer, alors que dans des peuplades qui sont un peu plus proches de la nature, faut amadouer un dieu. Donc Gorgone n'était qu'un titan qu'il fallait tuer pour pouvoir maîtriser sa puissance, alors que dans l'aspect amérindien, là c'est très intéressant, on a quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus naturel. On utilise le dieu qui a apporté, d'après la légende d'ailleurs, le masque le représentant aux humains, il se serait posé sur le temple, il aurait apporté le masque de Quetzalcoatl pour qu'il puisse le vénérer à l'aide d'un masque que la déité leur aurait donné elle-même. Et donc vous avez quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fluide, beaucoup plus proche de la nature, qui est plus du fait d'apprivoiser un dieu dont on craint la puissance. Mais voilà, nos royautés, pourquoi nos rois se disaient d'extraction divine, c'est pour justement éviter la colère de Dieu biblique, qu'on ne touchait pas au roi, pour créer une stabilité, pour pas qu'il y ait tout le temps des révoltes, comme on a vu dans certaines dynasties, notamment certaines dynasties anglaises et certaines dynasties russe, où c'est très complexe. Dès que vous vous intéressez à l'histoire de ces pays-là, vous avez un peu de mal parce qu'il y a beaucoup de branches qui s'entremêlent, parfois même deux dynasties qui s'entremêlent, qui règnent. Un coup c'est le roi d'une dynastie, un coup c'est l'autre, c'est effroyable. Et après vous avez une dynastie qui finit par se maintenir. Mais donc vous voyez bien que cette notion de puissance par la peur, la terreur, permet de créer quelque chose qui maintient les choses sur lesquelles on ne se révolte pas, et c'est aussi important pour l'humain. L'humain a besoin de données stables sur lesquelles s'appuyer, de choses sur lesquelles se respecter, à la fois par un mélange d'admiration et de terreur, parce qu'il n'est pas toujours très discipliné. Et donc là, les règles sont pour nous discipliner un minimum, même si on doit avoir un peu de liberté de choix. Plus on avance, plus l'humanité avance, plus elle a le droit à des choix parce qu'elle est mieux informée, mieux éduquée. Et donc, ces choix sont plus cohérents. Mais on retrouve, il est important de respecter les gendarmes. Quand
contrairement à certains ce que croient, parce que ça fait aussi progresser l'humanité dans une certaine stabilité, petit à petit, même s'il y a des choses à changer, que de temps en temps, il faut une révolution. Il faut revenir assez vite à des choses beaucoup plus stables pour pas être tout le temps dans des guerres. Les révolutions sont vecteurs de guerre. Et quand on voit les statues de ces animaux-là, on voit qu'en fait, ils sont tous de préoccupations mineures, c'est-à-dire qu'on surveille, mais c'est un peu stable ou légèrement en diminution, mais ça reste quelque chose qui est à peu près, qui est suffisamment, des populations suffisantes, que ce soit pour le pavonin, l'antisien, le brillant, le doré ou l'oreillard, mais qui est quasiment menacé, celui qui est vecteur de symboles. Et c'est là qu'on se dit, voilà quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui vraiment le plus magnifique de tous, c'est lui qui disparaît. Donc on va perdre quelque chose qui n'est plus dans l'ordre de la biodiversité, quelque chose qui va se perdre, quelque chose qui est certainement, cette longue queue, un caractère adaptatif intéressant, et notamment aussi au niveau symbolique. Il n'y a pas que le côté biologique pur. Comme c'est une adaptation, c'est quelque chose dont on aura besoin plus tard comme gène pour préserver les différentes espèces. Ces espèces, je vous ai pas mis les sous-espèces qui sont fertiles entre elles, je ne vous ai mis que des espèces qui ne sont pas fertiles entre elles. Vraiment, vous le voyez, parce que le nom d'espèce, non seulement il y en a un, il a un nom de genre différent, mais tous ont un nom d'espèces différentes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fertiles entre eux, vous ne pouvez pas les croiser entre eux. Donc, ou si vous les croisez, ça donne un individu infertile et ils ne le font pas spontanément dans la nature. Donc, vous ne pouvez pas recréer une autre espèce en les croisant. Et donc, s'il y a une espèce différente qui existe, c'est qu'elle a un rôle à jouer. Vous voyez que c'était déjà pas dans tout à fait les mêmes pays et sur des latitudes un peu plus, des altitudes un peu plus basses, pardon. Et donc, il est important de garder toutes les formes de Quetzal, même celui qui est plus magnifique, vraiment vecteur de symbolisme, que ce soit un symbole de liberté pour le Guatemala, qui l'a rapproché d'une date historique et qui en a fait ses armes, qui en a fait carrément un caractère national. Je ne suis pas contre le nationalisme, même si je suis bouddhiste, parce que j'ai des ascendances militaires. Mon père et mon grand-père étaient militaires. Mon père s'est battu contre le terrorisme au Liban et mon grand-père a fait partie de la France libre, donc il s'est battu contre Hitler. Donc des fois le nationalisme n'est pas si mauvais que ça parce qu'il permet de garder certaines de nos libertés quand on se fait envahir, mais parfois il faut effectivement le faire taire, mais il y a des choses très intéressantes chez les autres. Il ne faut pas croire que l'on détient la vérité absolue, il ne faut pas croire qu'on ne peut pas s'adapter aux autres cultures. Il faut prendre à notre évolution personnelle ce qu'on peut prendre dans les autres cultures. Les symboles sont importants, d'abord parce qu'ils permettent de générer une protection des espèces. Le Quetzal resplendissant n'était pas chassé des Amérindiens, c'est nous qui l'avons chassé. Il était très respecté parce que symbole de bonté et de lumière, mais aussi parce que il faut avoir un peu d'ouverture d'esprit, parce que à travers ces symboles, en fait, on s'aperçoit que toutes les religions à la base, c'est toujours un peu la même chose. C'est respecter l'autre, c'est pas tricher, c'est pas mentir, c'est pas voler. Voilà, donc c'est respecter un peu l'autre en tant qu'être vivant. Vous retrouvez ces bases-là. Voilà, ce n'est pas envier jusqu'au point de le voler ou de le manipuler pour s'approprier des choses qui lui sont dues par son travail à lui et pas par notre travail. Donc tout ça vous montre que quand vous bossez sur l'écologie, il faut le ramener aussi d'un point de vue historique et d'un point de vue philosophique, parce que vous n'êtes pas
que dans un aspect purement biologique, purement préservation de l'espèce humaine à long terme, parce que si on détruit tout ce qu'il y a autour de nous, eh bien, on va mourir. Oui, il y a ça. C'est une réalité. Hein. Je renvoie à la conférence que j'avais faite et que j'ai remis en 2 parties en vidéo pour vous expliquer l'aspect plutôt biologique, mais il y a aussi un aspect historique, un aspect qui nous dit mais pourquoi on est là sur Terre, plus philosophique, qui est important et qu'il ne faut pas oublier. Alors je vous remets en fin de vidéo les sources, en espérant que cela vous a plu et que cela vous donnera envie de voir d'autres de mes vidéos, peut-être pas toutes, mais certaines qui vous intéresseront peut-être un peu plus en fonction de votre sensibilité. Et je vous remercie bien de m'avoir écouté.